Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez pris des milliers de photos sur le monde qui nous entoure, mais aucune d'entre elles ne peut être considérée comme un cliché. Il vous a suffi d'un petit appareil pour immortaliser les plus grands de ce monde. Bonjour Micheline Pelletier. Bonjour Jacques Pessis. Alors, on va évoquer votre parcours assez étonnant de photographe et à l'occasion de la sortie d'un livre, Les Açores, un jardin sur l'Atlantique, au Cherche Midi, un livre assez étonnant de photos, de textes sur une île lointaine qui nous fait rêver et on s'en sentira déjà un petit peu en vacances. Alors, les clés d'une vie, vous savez, ce sont des dates clés et la première que j'ai trouvée, c'est le 1er février 79. Vous êtes lié à cette date car c'est le retour de Khomeini en Iran et vous étiez pas loin. Et vous étiez pas loin. Absolument, hélas. Hélas, oui. En fait, il vient d'arriver ce jour-là et le 11 février, il se proclame chef de la Révolution et vous êtes avec votre appareil photo puisque vous êtes photographe. Alors, très exactement, je suis là le jour du Nouvel An musulman et je suis à Rome, la capitale sainte. Et Khomeini sort comme un coucou toutes les heures sur le toit. Il y a quelques tireurs avec des mitraillettes un peu autour. Et moi, je monte sur le toit en face pour faire quelques photos de lui qui ressemblaient étrangement à Hitler en levant le bras. Et il faut dire que les femmes étaient dans la ruelle et les hommes sur la Grand Place. Oui, elles n'avaient pas le droit de le voir, sauf de très loin. De très loin et surtout de ne pas le toucher. et surtout, à ce moment-là, vous êtes agressé, il n'y a pas d'autre mot, par les gardiens de la Révolution, Micheline Pelletier. Oui, absolument. Ils commencent à pointer leurs fusils sur moi, donc je descends rapidement. Mais ensuite, je réussis à rentrer chez Khomeini en expliquant que si nous, on l'a reçu en France à Neauphle-le-Château, il n'y a pas de raison qu'il ne me reçoive pas chez lui à Rome. Et vous allez avoir un problème technique avec votre appareil photo, avec des photos voilées. Ah, absolument. Alors, j'étais non pas émue par la rencontre avec lui, mais émue de voir ces femmes et donc qui levaient les bras. Enfin, on avait l'impression que c'était Dieu vivant. Et donc, je fais les photos de ces femmes et à l'appareil, à l'époque, on a des appareils mécaniques. Donc, j'ouvre le couvercle et je vois l'une des photos. Et j'ai la surprise, en fin 79, il y a un éditeur qui fait un livre sur l'agence Gamma, donc Gamma 79, et tous les photographes me font la tête. Alors je me demande pourquoi. Et François Caron, qui était mon éditeur, me dit « dis donc, t'as fait la couverture de Gamma 79 ». Et cela grâce à quelqu'un dont on va entendre la voix. J'ai découpé des lettres dans l'Écho de Paris. Je me souviens quand j'étais gosse. Henri Cartier-Bresson, que vous avez rencontré sans le reconnaître, Micheline Pelletier. Absolument. Alors, Henri était l'époux de Martine Franck et Martine, quand je rentre d'Iran, où elle est allée elle aussi, me dit « Viens, on va regarder nos contacts, nos clichés, etc. » Donc, je sonne sur HCBMF, rue de Rivoli. J'ignorais absolument qu'il était marié avec Martine Franck et donc je monte l'escalier et je me retrouve face à un monsieur qui m'ouvre fort courtoisement, on parle un petit peu, il me dit « Ah, vous êtes photographe ?» Je lui dis « Oui, et vous, que faites-vous ?» Et il me dit « Moi, je suis dessinateur. » Ah, je lui dis, écoutez, enchanté. Je m'installe pendant 2 heures avec Martine, on regarde tout ça. Il revient et il me dit, vous permettez? Il regarde les contacts à l'envers. Et il dit, il y a 4 grandes photos. Alors je me dis, bon, il est gentil. C'était déjà très aimable de toute façon de sa part. Mais je me dis, dans un sens, je me disais, mais de quoi se mêle-t-il, quoi? Et il me dit, vous allez bien rester dîner avec nous. Et alors là, ne sachant pas qui il était, il me fait raconter ma vie chez les Pygmées, ma vie, enfin Tintin, quoi. Et le lendemain, à l'agence, je dis, tiens, j'ai dîné chez Martine Franck. Et quelqu'un dit, ah t'as vu Henri Cartier-Bresson? Et là, évidemment, je me liquéfie parce que je n'aurais jamais parlé de la façon dont je lui ai parlé. Oui, c'est un des plus grands photographes du monde et qui a fondé l'agence Magnum. Et il a commencé avec un appareil photo chez les scouts à l'âge de 12 ans. Absolument. Je vois que vous avez lu Pierre Assouline et la grande biographie qu'il a faite sur Cartier-Bresson. Alors, rien ne vous destinait au départ à la photographie. Vous avez un père industriel et des études classiques au lycée Molière. Lycée Molière où il y a un buste de Molière et peut-être à ce moment-là avez-vous songé à faire du théâtre, Micheline Pelletier? Oh, mais vous savez
et tout. Absolument, je faisais partie de la petite troupe théâtrale. On jouait Le Petit Prince et je devais jouer l'astronome, je crois. Mais j'étais passionnée de théâtre et malheureusement, après mes études de lettres supérieures, j'ai eu quelques petits problèmes de santé et on m'a gentiment demandé d'arrêter mes études pendant 1 an et de faire ce que j'avais envie de faire. C'était le théâtre et la photographie. Oui, car adolescente, vous vous nourrissiez d'encyclopédies sur le monde entier, sur les îles lointaines. Alors j'étais surtout passionnée des zones blanches, parce qu'à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, à part une toute petite, je crois, il n'y a plus de zones blanches. C'est-à-dire que sur une carte, les cartes d'état-major, vous aviez des zones blanches, c'est-à-dire des zones inexplorées. Et évidemment, c'était là où je voulais aller et où j'ai été. Et vous avez commencé au bas de l'échelle, vous avez été assistante au laboratoire de photographie du studio du magazine Paris Match. Comment vous êtes arrivée là-dedans? Alors, j'avais un beau-père qui était journaliste à RTL et il m'avait recommandé auprès du chef des informations qui s'appelait André Benezra et qui m'a trouvé une place au laboratoire où j'étais la seule femme à la couleur. Et de l'autre côté, il y avait Michel de Rouville, autre photographe, au noir et blanc. Donc vous imaginez 2 femmes dans tout cet aéropage. C'était assez marrant. Oui, en même temps, on apprenait son métier parce qu'à l'époque, la technique était différente d'aujourd'hui. En tant que femme, je voulais surtout jamais entendre, si je faisais ce métier, que je n'avais pas la technique ou j'entends la phrase, évidemment, c'est une femme. Et donc, j'ai mis longtemps d'ailleurs à accepter des commandes après avoir été l'assistante de Sacha, avoir été assistante en studio à l'époque de Prouveau, de Paris Match et de Franck Horvat, surtout avec lequel j'ai vraiment appris mon métier en faisant de la mode. Et c'était la grande époque de Paris Match où on arrivait vers midi au bureau, où les frais étaient illimités. Oui, sur la note de frais, on lisait quelquefois de nos chers amis et confrères photographes, on n'est pas de bois, point de suspension. Je vous laisse imaginer la suite. Et l'une des stars du journal, c'était un journaliste qui s'appelait Beno Graziani, qui connaissait le monde entier, d'ailleurs qui avait sauvé le Shah d'Iran en 54 parce qu'il lui avait annoncé un attentat. Et surtout, je crois que Fellini s'est inspiré de lui pour faire la Dolce Vita. Ah, je savais pas du tout. Ah ben oui, je suis ravie de venir dans votre émission parce que j'apprends des choses. Et vous débutez comme reporter, je crois, à Marie-Claire. Alors, je débute chez F Magazine parce que j'ai l'âme féministe, d'où mon voyage évidemment en Iran ensuite. Donc, j'ai travaillé pendant plus d'1 an chez F Magazine pour faire les grands portraits. Et puis Paris Match m'a demandé de faire les portraits de Philippe Bouvard, donc la page. Et ensuite, je me suis dit, bon, j'aimerais bien faire un peu d'international parce que j'ai l'impression de tourner en rond. Je suis partie en Iran, je suis partie au Cambodge, etc. Voilà, et je suis rentrée chez Gamma avec ces photos d'Iran dont vous parlez, arrivant à l'aéroport, puisque à l'époque, on donnait nos films au commandant de bord, puisqu'on n'avait pas d'autres moyens de les faire rentrer en Europe. Et j'arrive donc, je sais pas, 1 mois après, et je vais directement de l'aéroport à l'agence Gamma. Et là, j'ai la surprise extraordinaire de voir mes tirages partout sur les tables qui partaient dans 27 pays à l'époque. Et donc, ça a été sûrement un des plus grands moments d'émotion de ma vie. Je suis née ce jour-là. Voilà. En fait, vous êtes né aussi le jour où vous avez reçu une carte de presse. Ah, 44 175, je crois me souvenir. Oui, c'est évidemment un moment assez étonnant. Et puis ensuite, la naissance des enfants, évidemment. Alors, l'agence Gamma, il faut savoir qu'elle avait été fondée, entre autres, par Raymond Depardon et Hubert Enroth. C'était une agence de presse où il n'y avait pas de femmes au départ. Alors, il y avait seulement Marie-Laure de Tecker de temps en temps, pour ses liens, je dois le dire, avec Giscard d'Estaing. Et ensuite, quand j'y suis rentrée, j'étais la seule femme au staff, absolument. Alors il y avait Catherine Leroy de temps en temps aussi, mais plus au moment du Vietnam. Mais c'était les réunions avec tous ces hommes et une femme, ça devait pas être simple à gérer, Michel Alors Pelletier. je vais vous faire une confidence. On trouvait sur la porte des toilettes « Veuillez laisser Micheline dans l'état où vous l'avez trouvée en entrant ». Vous voyez un peu le genre, MeToo n'était pas encore passé par là. Et comment on se débrouille dans ces cas-là ? Oh bah très bien. J'allais pratiquement pas aux conférences de rédaction parce que de toute façon les couteaux étaient tirés, puisque nous étions coproducteurs. Donc nous engagions nos frais, mais nous choisissions nos sujets. Évidemment, chacun voulait les sujets qui lui rapportaient le plus d'argent.
Bien. Mais j'allais voir directement Jean Monteux, qui en était le directeur, et je lui disais, voilà, moi j'ai envie de faire ça, et il me disait, bon, allez-y, c'est bon. Donc j'évitais, en fait, je m'en servais plus comme un instrument que comme un lieu de travail. Mais vous aviez l'instinct de la photographie parce que vous avez appris à développer les photos, mais l'instinct était là déjà. Mais disons que Roger Théron, que j'admire toujours autant, qui était le grand patron de la photo à Match, avait conseillé à tous ces photographes, passez votre temps dans les musées, vous apprendrez beaucoup par la peinture. Et c'est tout à fait vrai, parce qu'on apprend la lumière, les angles de vue, les cadrages à partir de la fin du 19e siècle, où les peintres s'inspirent de la photographie. Il suffit d'aller à Orsay aujourd'hui pour voir l'exposition sur les impressionnistes, le début de l'impressionnisme, et on voit très bien chez Degas, chez Manet, etc., les angles qui n'existaient pas. Voilà, et vous n'êtes pas devenu cadre, justement, vous avez fait d'autres choses, et il y a une date importante dans votre vie, c'est le 12 décembre 2001. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Micheline Pelletier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Micheline Pelletier. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre, Un jardin sur l'Atlantique, sur les Açores, un livre de photos et de récits des îles des Açores, au Cherche Midi. Et là, on revient sur votre parcours de photographe. On a évoqué vos débuts. Et je parle du 12 décembre 2001, qui a eu une exposition sur les grilles de l'Assemblée nationale de vos portraits des prix Nobel. C'est quand même un événement. Bravo. Oui, alors 2001, c'est le centenaire du prix Nobel, puisqu'il a été remis pour la première fois en 1901. Et c'est le prix de la Norvège et non pas, comme les autres prix Nobel, celui de la Suède, puisqu'il y a eu un partage au moment où ils se sont séparés. Alors oui, c'est un grand moment, mais pour moi, le plus grand moment, c'est quand je suis revenue à Oslo, autour de la table du conseil, si je puis dire, des Nobel, et que j'ai montré les photos que j'avais faites depuis 3 ans. Et là, il y a eu une stupeur totale, parce que je leur avais demandé de m'aider, de me donner ou des adresses courriels, ou des téléphones, ou des adresses postales, pour pouvoir joindre tous les Nobel vivants. Et niet, ils ne m'avaient rien donné. Et je reviens et j'étale les photos. Et là, ils sont stupéfaits. Ils tapent sur la table et ils disent « Mais là voilà notre exposition pour le centenaire ». Et en fait, ils étaient bluffés, quoi, qu'on ait pu faire ça sans qu'ils nous aient aidés. Et comment est venue l'idée de photographier les prix Nobel? Je crois que vous en avez photographié 36 en tout. Oui. Alors, pourquoi les prix Nobel de la paix? Tout simplement parce qu'on arrivait à la fin du XXe siècle et que les journaux avec lesquels nous collaborions d'habitude, donc dans une quarantaine de pays à ce moment-là, avaient demandé à tous les photographes d'agence de leur faire un projet pour la fin du XXe siècle et qui inaugure donc le XXIe. Et moi, j'avais pas mal réfléchi, c'était 3 ans avant, hein. Et je m'étais dit, au fond, qu'est-ce qui m'intéresse? Comme tout le monde, et surtout aujourd'hui, la paix. Donc, qui représente la paix? C'était pas très compliqué, même si pour certains, ils l'ont représenté un certain jour et puis plus dans d'autres circonstances. Je me suis dit, voilà, c'est simple. Mais je ne me rendais pas compte que pour une petite photographe française, même d'une très prestigieuse agence mondiale, c'était l'Himalaya à grimper. Il a fallu les joindre tous, ils ont tous été d'accord. Alors, je vais encore vous faire des confidences. Le Dalai Lama, je devais aller plusieurs fois à Dharamsalam. Une fois, il avait une angine. Une autre fois, il y avait des inondations. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai tout un réseau, évidemment, de femmes très extraordinaires auxquelles je dois beaucoup. En particulier, mon amie italienne, Emma Bonino. Emma, qui a été ministre des Affaires étrangères, commissaire européen, était à cette époque-là commissaire européen des droits de l'homme. Et donc j'appelle Emma, je lui dis écoute, je suis embêtée, ça fait 1 an que ça dure. Elle me dit c'est pas grave, t'inquiète, j'appelle, je leur dis que je coupe les vivres. Et le lendemain, le secrétaire du Dalai Lama m'appelle, me dit madame, bien entendu, vous aurez rendez-vous, puisque l'Europe abondait beaucoup au fonds de soutien au Dalai Lama à Dharamsala. Je crois qu'il y a eu aussi un problème, Micheline Pelletier, avec le Lech Walesa. Ah, Lech Walesa, mon Dieu.
Alors, Lech Walesa, ça commence en 78, si je ne me trompe. Je suis pour Marie-Claire, cette fois-ci, avec Cathy Brine. Nous partons pour Gdansk. Et le but était évidemment de rencontrer Lech Walesa, mais aussi de faire un reportage dans toutes les usines qui employaient les femmes à ce moment-là, que ce soit à Bratislava, à Varsovie, etc. Et pas à Bratislava. Si, à Bratislava, mais pas à Varsovie. Si, à Varsovie. Bon, j'étais à Gdansk. Danzig. Et donc, d'abord, tous les matins, dès qu'on arrivait dans une usine, on nous servait un cognac. Parce que on était des hôtes étrangers, donc c'était pas la vodka, c'était le cognac. Et on se regardait toujours avec Cathy parce qu'il fallait le boire, ce cognac. On pouvait pas être mal élevé. Ça faisait partie de notre boulot. Donc, cognac. Et puis, on arrive chez Lech Walesa, et là, ça a été passionnant. Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, il répondait à chaque question, d'abord par l'intermédiaire d'une dame qui était son interprète pour le français, une grande dame rousse, et puis que le curé, qui l'accompagnait partout, s'approchait de son oreille et lui donnait la réponse. Et en fait, donc, tout ça, évidemment, est relié à Jean-Paul II. Pour moi, Jean-Paul II est un de ceux qui a fait tomber le mur grâce à ce qui s'est passé avant, entre autres avec Lech Walesa. Mais ensuite, je reviens, puisqu'il a été prix Nobel de la paix, je reviens à Gdansk, et devant le chantier, le fameux chantier naval, il y a 3 immenses croix. Et je me suis dit, c'est là que je veux le faire, c'est évident. Et le type ne veut pas sortir de son bureau. Donc je rentre dans son bureau, là je vois que sur son bureau sont étalés uniquement des journaux de turf. C'est-à-dire qu'il s'intéressait aux courses de chevaux. Mais il n'y avait rien d'autre. Au mur, il y avait 2-3 croûtes et puis une croix. Donc, je commence à retirer les croûtes qui sont sur le mur, à déblayer un peu le bureau parce que, c'était pas... Enfin, voilà, je voulais quand même qu'il soit dans une bonne position. Je commence à faire mes photos. Il râle, il se met debout derrière son bureau. J'arrive et je lui tire l'oreille. Et alors là, il me regarde, mais... absolument halluciné. Et il me dit, mais même Danuta n'aurait jamais osé me tirer l'oreille. Voilà. Et vous avez fait la photo. Et j'ai fait la photo. Il y a eu aussi des moments très dangereux. Vous avez été sur le terrain au Libéria, vous avez été au milieu des réfugiés. Ouais. C'est pas simple, ce genre de choses. Non, alors d'un côté, on est privilégié parce qu'on est une femme et qu'on ne vous prend pas au sérieux. Donc on ne pense pas que une semaine après, ça sera dans Newsweek ou Time ou je ne sais quel journal. Donc ça aide. Et d'autre part, oui, c'est dangereux. D'ailleurs, merci à Georges Weah, qui est devenu après le président du Libéria et qui m'a sauvé d'un incendie en me prenant sur ses genoux et en m'embarquant avec malheureusement à l'arrière un jeune étudiant qui était mort et dont il voulait que je fasse les photos pour prouver au monde que malheureusement la nouvelle prix Nobel de la paix n'était pas ce qu'on espérait. Voilà. Alors, il se trouve qu'il y a eu ces endroits dangereux, et puis il y a eu les moments les plus simples sur les plateaux de cinéma. Car vous avez été admis sur le plateau de cinéma avec beaucoup de sympathie des acteurs, ce qui n'est pas toujours évident. C'est vrai que beaucoup sont devenus mes amis. Alors évidemment, je garde un lien très particulier avec Philippe Noiret. Vous avez fumé le cigare avec lui? Ah oui, je fumais beaucoup le cigare. J'adorais fumer le cigare. Et donc, j'emportais toujours des cigares. Et Philippe, le soir, me disait, bon, on va aller dîner dans ma suite. Et en fait, on fumait un cigare absolument tranquille. Et on a lié une grande amitié et il me manque. Et vous avez aussi, je crois, reçu un prix à Cannes pour Poulet au vinaigre. Oui, j'ai reçu le Rollet d'Or, ce qui était la première distinction remise aux photographes à l'époque, et au cours du Festival de Cannes. Donc c'était absolument formidable, avec un jury prestigieux. Et c'est là aussi, pour la photographie que j'avais faite sur un tournage de Claude Chabrol. Mais là, j'étais très proche aussi de Michel Bouquet, le plus grand, pour moi, homme de théâtre. Et voilà, encore quelqu'un auquel je pense très souvent, ainsi qu'à sa femme Juliette. Mais voilà, ils m'ont beaucoup appris. Oui, et puis vous êtes allé partout, sauf un jour en Libye, parce qu'on vous l'a déconseillé. Jamais on n'avait vu tant de monde à Londres. C'était le 2 juin 1950. Alain Decaux, votre mari, que vous avez connu d'ailleurs en allant le photographier, je crois, Micheline Pelletier. Oui, je suis allée le photographier... pour l'Académie française, parce que quand il m'a fallu présenter un book pour commencer à travailler pour les journaux,
Je voulais une série de portraits et je me suis dit, là encore, il y a une tribu. Qui est la tribu de l'Académie française, donc c'était simple, ils étaient 40 ou un peu moins. Et puis j'avais déjà un grand reportage sur les Pygmées, autre tribu, et le troisième c'était les paysages que j'ai appelés No Man's Land, qui étaient les grands parcs américains. Et donc ça m'a valu d'être engagée tout de suite et dès le lendemain d'aller photographier Françoise Giroud, autre de mes idoles, et ensuite de rester auprès d'elle pendant une trentaine d'années. Et j'ai rencontré Alain Decaux parce que après ces photos de l'Académie française, Jean Missler, qui était le perpétuel avant Maurice Druon, m'a demandé de photographier tous les nouveaux académiciens. À l'époque, je voyageais presque tout le temps, donc j'étais 3 semaines par an à Paris. Et là, on me dit Alain Decaux. Je dis oui, Alain Decaux. Alors, je lis un bouquin. J'avais vaguement vu Alain Decaux raconte, mais ça n'allait pas au-delà. Et j'arrive chez lui et il avait oublié. Il ouvre la porte, il me dit mais... Alors, je lui dis, je suis là pour l'Académie et pour l'agence Gamma. Il me regarde et il me dit, ah, mais j'attendais un photographe. Je lui dis, ça sera une photographe. Résultat, 2 enfants. Résultat, 2 enfants, 37 ans de vie extraordinaire à ses côtés. Et voilà, moi il était l'homme de la Tour d'Ivoire, puisqu'il travaillait autant que vous, mon cher Jacques. Si ce n'est plus, oui. Jusqu'à 90 ans, je vous rassure. Oui, ça laisse encore du temps. Et c'est vrai qu'il a été un pionnier de la télévision. Quand Stello Lorenzi a proposé à Alain Decaux et André Castelot de faire de la télévision au départ, ils ne voulaient pas. Et ils ont dit, on leur a dit, mais vous allez vendre des livres grâce à ça. Mais ils n'imaginaient pas leur parcours à la télévision. Mais c'était tout le début, je crois qu'on est en 56, oui, 56. Quand il commence La caméra explore le temps. Qui avait un poste de télévision ? Pratiquement personne. Moi, j'ai vu la télévision chez mes grands-parents, ça devait être en 65. Mais avant, il n'y avait pas de télévision. Donc, ils disaient, mais pourquoi ? C'était un travail énorme. Pour quel public ? On est très bien à la radio. Voilà, mais je vous confirme qu'on est très bien à la radio et avec vous. Et on va se retrouver dans quelques instants avec une autre date, le 12 octobre 1992. À tout de suite sur Sud Radio avec Micheline Pelletier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Micheline Pelletier. L'actualité, un livre, Les Açores, un jardin sur l'Atlantique au Cherche-Midi, dont on va parler dans quelques instants. Et puis, une date importante, et je crois que vous savez à quoi je pense, oui. Le 12 octobre 1992. Un coup de fil de Bernard-Henri Lévy. Ah, bien sûr. Ah, alors, un coup de fil de Bernard-Henri Lévy, que j'avais rencontré grâce à Françoise Giroud, et donc on se voyait régulièrement. Il me dit, Micheline, est-ce que vous pouvez partir demain avec moi pour 3 jours ? Alors, je lui dis, mais où ? Il me dit, ça, je peux pas vous le dire. Mais vous verrez, est-ce que vous êtes libre ? Alors, je dis oui, bien sûr. Et il me dit, bon, rendez-vous au Bourget demain matin à 10h. Dans l'avion, il me dit, nous partons pour Helsinki. Alors là, mystère, il n'y a pas de guerre à Helsinki. Qu'est-ce qui peut bien se passer ? Est-ce qu'un volcan a explosé en Finlande ? Et dans l'avion, il me dit, mais voilà, Salman Rushdie est sorti d'Angleterre pour la première fois et il est parti en Finlande et je vais faire l'interview de Salman Rushdie. Alors là, je suis suffoquée parce qu'évidemment, comme tout le monde, nous avions suivi le blasphème et je sais plus comment on dit, qui était posé la fatwa posée par l'ayatollah Khomeini. On savait qu'il risquait sa vie. Et donc, on arrive dans un hôtel à l'écart, complètement de la capitale. Et on reste enfermé, en effet, pendant 2 jours avec lui. Et moi, je me dis, mais je vais pas faire des photos dans l'hôtel qui était genre Novotel, etc. Enfin, voilà, anonyme. Et à un moment, je lui dis, écoutez, est-ce qu'on pourrait sortir ? Il y a un rocher là-bas et ça me fait penser à l'exil de Victor Hugo à Guernesey. Il y a cette magnifique photo faite par son fils. Et donc, il me dit, oui, allons-y. Et puis, on revient et je me dis, mais au fond, ça serait bien qu'il soit derrière la fenêtre parce qu'il y a toujours cet enfermement. Donc, je fais une autre photo derrière la fenêtre. Et puis, au moment de partir, je lui dis, bon, Salman, à l'année prochaine, à Paris, sous la Tour Eiffel. Ouais. Et il me regarde et il fait, ouais, je serai là. Et
Un an plus tard, Jacques Lang l'invite à Paris. Et j'étais en lien évidemment avec Article 19, les femmes qui s'occupaient de lui à Londres, et qui m'appellent et qui me disent « il n'a pas oublié ». Donc j'appelle Paris Match et je dis écoutez, je vais faire une photo exclusive la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez garder, parce qu'il y a toujours les délais de bouclage, 4 pages. Bon, mais tu veux pas? Non. Vous verrez. Et là, on se retrouve en effet sous la Tour Eiffel et il y a tous les gardes du corps. Il y avait une quinzaine de gardes du corps. Donc je fais mes photos et puis après on part ensemble. Et je lui dis Salman, est-ce que vous avez un rêve? Et par hasard, on déjeune derrière le musée d'Orsay. Et il me dit, voir les impressionnistes. Et on était le jour de fermeture, le mardi. Ni une ni deux. J'appelle Françoise Cachin, qui dirigeait. Et je lui dis, écoutez Françoise, pardon de vous déranger. Je suis Micheline Decaux, écoutez, je suis avec Salman Rushdie et son rêve, on est juste dans la rue en face, c'est de visiter le musée. Elle fait quelques manières, ce dont je suis très étonnée, parce que je me dis, le type est enfermé quand même depuis un certain temps. Et finalement, elle me dit, bon, mais il n'y a pas beaucoup d'appariteurs. Je lui dis, vous inquiétez pas, il a beaucoup de gardes du corps. Oui. Je pense pas qu'il y aura un problème. Et donc, on a traversé la rue et il était comme un enfant. Ses regards devant ces toiles, c'était magnifique. C'était un grand moment. Vous l'avez revu depuis? Oui, bien sûr, je l'ai vu plusieurs fois depuis. On s'est revu dans plusieurs pays. Alors bon, depuis qu'il a été sauvagement agressé, je ne l'ai pas revu, mais on a gardé le contact assez longtemps. Et puis une autre personnalité que vous avez vue, mais dans des conditions particulières, dans le désert, Micheline Pelletier, c'est l'abbé Pierre. Ah, l'abbé Pierre. Eh bien, je vais un jour chez notre grand ami Robert Hossein qui montait les bas-fonds. Et c'était une répétition et j'aperçois l'abbé Pierre avec le père Jacques qui l'accompagnait partout. Et je dis, mais mon Dieu, ça c'est un sujet, ça fait tellement longtemps et tout. Et donc, après la répétition, on parle un peu et tout. Et je lui dis, est-ce que je pourrais venir vous voir? Il me dit, non, non, je pars dans le désert, en Algérie. C'était l'époque où il y avait quand même la guerre. Hein. En Algérie, c'était assez compliqué. Parce qu'on m'a offert ça pour mes 80 ans. J'ai demandé à aller en Algérie. Et là, c'est absolument extraordinaire, puisque il pensait qu'il allait là où il avait fait son service militaire, c'est-à-dire en plein désert plat. J'essaye de me souvenir, si je dis Sidi Bel Abbès, je crois que c'est juste. C'est ça, oui. Et en fait, il n'allait pas du tout pour prier. Et évidemment, tout le monde a pensé qu'il voulait aller dans l'ermitage du père de Foucault. Oui. Et le désert du Hogar, je crois. Tout préparé pour qu'il aille dans le désert du Hogar. Et alors, j'arrive après lui. Déjà, les femmes sont interdites sur le plateau. Elles peuvent aller juste dans l'église. Or, lui avait une cellule en pierre sèche sur le plateau. Donc, évidemment, j'y vais. Et là, il me dit, mais vous n'allez pas redescendre, c'est épuisant, vous allez bien dormir là. Alors, je le regarde, je me dis, quand même, il est gonflé. Alors, il me dit, vous pouvez dormir dans la chapelle, vous inquiétez pas. À côté, c'était un truc, il y avait juste un grabat. Et alors, ce qui m'a le plus amusé, c'était les boîtes de conserve de choucroute, de cassoulet qu'il avait emmené. Mais bon, donc, il me dit, vous allez dormir là? Alors, je dis, oui. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Et je le vois monter 2 trépieds avec des appareils Polaroid. Il me dit, non, rien compris. Je venais pas là pour prier. Je venais là pour photographier le ciel. Et toute la nuit, il photographiait avec son Polaroid et il avait inventé un petit mécanisme pour mettre ce Polaroid en pause. Donc, il faisait des pauses de 20 minutes sur des Polaroids noirs et blancs où vous aviez la trace des satellites et les étoiles fixes. Et c'était magique. Une fois rentré, je fais pour une fois, je fais un grand papier pour le Figmag, où on raconte tout ça, et le président de Polaroid lui envoie 100 boîtes de Polaroid pour la pub qu'il lui avait fait. Enfin voilà, mais c'était un type merveilleux que j'ai suivi jusqu'à la fin. On est allé en Uruguay, on est allé un peu partout. Ce sont d'autres histoires que je vous raconterai un autre jour, mais assez savoureuses. Oui, et d'ailleurs aujourd'hui, ce sont les graffeurs qui l'admirent. Il y a un maximum de villes de France où, à cause de son béret, ou grâce à son béret, sa barbe et ses lunettes, on fait des graphes de l'abbé Pierre. Et tout le monde le reconnaît, c'est une silhouette. Et une autre silhouette que tout le monde reconnaît et dont on connaît la voix. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Vous avez été la photographe exclusive de Raymond DeVos aussi. Là aussi, dès qu'il y avait une photo à prendre dans un spectacle, il vous appelait, Micheline Pelletier. Ça a été compliqué, hein, ça a mis 4 ans avant que je puisse l'approcher. Je l'admirais énormément, mais comme il avait un certain, je vais dire, volume, il n'aimait pas être photographié du tout. Et finalement, Françoise Meaux, qui était sa productrice, son attachée de presse et sa compagne, un jour me dit, bon, vous pouvez venir à Bruxelles, mais vous restez au fond de la salle, surtout qu'ils vous voient pas, etc. Alors, je lui dis, oui, mais de toute façon, le premier jour, je ferai pas de photos, je reviendrai le lendemain, enfin, finalement, bon. Donc, je fais mon travail extrêmement discrètement. Et elle me dit, ben, venez nous voir, apportez-moi les photos. Et là, ce qui est tellement étonnant, c'est qu'il y avait toutes les photos de lui sur scène, dont certaines quand même assez intéressantes. Et il s'arrête sur une photo, il me regarde, il me dit, mais ça, c'est formidable. Et qu'est-ce que c'était ? 10 costumes gris avec le nœud papillon suspendu, parce que il fallait qu'il se change régulièrement entre deux sketchs. J'avais mis le programme dans la poche, donc on voyait sa tête, et j'avais mis un nez rouge en place de pochette. Et il regarde ça, il dit, mais c'est moi sans être moi, mais c'est moi. Et à partir de là, on a, je dis toujours, communié en surréalisme. Donc, je l'ai fait en studio, je l'ai fait partout. On est allé à New York ensemble, on a fait plein de choses. Et voilà, c'est un de mes nounours, comme Philippe Noiret, comme Ruggiero Raimondi, voilà. Et vous avez consacré 9 ans bénévolement. 7 ans. 7 ans à la réalisation de la maison de Raymond DeVos à Saint-Rémy-les-Chevreuses, qui existe grâce à vous, faut le signaler. Non, je me suis beaucoup battue pour Raymond parce que je pense que sa mémoire le mérite pour les enfants d'aujourd'hui et pas seulement pour les enfants, parce que la francophonie, comme vous le savez par Alain Decaux, me tient beaucoup à cœur. Et donc, je trouve que c'est la plus belle des langues et qu'il faudra encore apprendre un peu de grammaire, comme lui l'a fait jusqu'à la fin de sa vie. Je pense que c'est important. Et puis une femme aussi qui était étonnante, et c'est la première femme à l'Académie française, Marguerite Yourcenar. Et là aussi, vous l'avez photographiée avant son entrée à l'Académie française, Micheline Pelletier. Alors là, c'est surprenant. C'est-à-dire que c'est Le Point qui m'appelle, qui me demande, voilà, et on va faire la couverture sur Marguerite Yourcenar, etc. Est-ce que vous pouvez partir la rejoindre dans le Maine ? Voilà son numéro de téléphone, etc. Donc j'appelle Marguerite Yourcenar avec les pieds en dedans, très intimidée. Et je lui dis, voilà, madame, tata, est-ce que vous accepteriez ? Ah, mais ma chère, me dit-elle, ma chère, vous savez, non, je ne serai pas là. Alors, vous savez, je ne prends pas l'avion. Alors, je vais descendre jusqu'à Miami, donc du nord au sud des États-Unis, en voiture. Et là, je vais embarquer sur le Mermoz. Donc, à la date prévue, je serai sur le Mermoz. Donc, je serai tranquille. Alors, je fais quelques circonvolutions et puis je lui dis, mais madame, est-ce que vous m'autorisez à vous retrouver sur le Mermoz ? Et elle me dit, écoutez, si ça peut vous faire plaisir. Je me dis, mon Dieu, mais c'est génial, quel scoop. Et en effet, je l'ai retrouvée sur le Mermoz et en effet, voilà, j'ai fait les photos de la première femme qui a été élue à l'Académie française. D'ailleurs, Alain est rentré à l'Académie ce jour-là pour voter pour elle. Mais elle n'a jamais remis les pieds à l'Académie, excepté une fois pour venir voter, je suppose, pour un de ses amis pour le prix du roman. Et un jour, Edmond Charleroux, à Marseille, lui dit « Mais ma chère Marguerite, pourquoi boudez-vous l'Académie ?» Et elle dit, c'est pas très gentil ce que je vais dire, sa mémoire me pardonnera, mais lire en même temps que Michel Droit, vous trouvez ça normal ? Et en fait, elle était très vexée parce qu'il y avait eu une double élection et qu'elle se sentait beaucoup plus importante, ce qui est vrai dans les lettres françaises qu'un grand journaliste qu'était Michel Droit. Oui, et en plus, elle avait une particularité, quand on écrivait un article sur elle, elle vous répondait avec à l'encre verte, en corrigeant les fautes de votre article. Oh et moi, elle m'a écrit une lettre absolument adorable. Et sur le Mermoz, j'étais un peu coincée, à part en lui expliquant qu'aux académiciens, on présente les armes. Donc j'avais demandé à l'équipage en blanc de se mettre à l'arrière, drapeau tricolore flottant, et elle au milieu, ce qu'elle a accepté de faire. Et puis j'avais dans sa cabine disposé 39 photos d'académiciens derrière elle que j'avais apportées. Et là, elle me regarde et elle me dit « Mais vous avez même réussi à leur rendre l'air intelligent. » C'est une belle phrase. Une photo aussi marquante, c'est Dominique Strauss-Kahn au piano. Ah, Dominique, oui. Alors, je suis
très amis avec Anne, donc Sinclair. nous adorions Yvan Levaille et les enfants. Et puis un beau jour, Anne est tombée passionnément amoureuse de Dominique Strauss-Kahn. Donc voilà, c'était un peu compliqué pour nous, mais nous avons continué nos relations extrêmement amicales, que ce soit avec Yvan ou avec Dominique. Et cette photo-là, en fait, alors ce qui était fou, c'est que Dominique m'avait dit, écoute, il faut que je fasse des photos et tout, parce que on me dit, j'entends dire que peut-être Anne aurait une histoire, etc. Il faut que je... Bon. Je connaissais Dominique, donc j'avais pas besoin de dessin et de bon. Et j'arrive à la maison et il joue du piano, Dominique. Donc je lui dis écoute, tu vas te mettre au piano et puis on va faire une photo. Tiens, mets ton chapeau. Anne, prends donc un verre, etc. Donc c'était une époque où on pouvait photographier les politiques sans que derrière l'attaché de presse arrive dans l'instant. Donc on faisait tout ça. Donc ça sort dans Match, évidemment, en double page. Et là-dessus, Dominique me dit, quelques années après, il me dit, mais tu sais, c'est à partir de cette photo-là que j'ai eu une réputation de dilettante. Et c'est fou. C'est fou, hein. Eh oui. C'est la vie. En tout cas, il y a eu d'autres photos et puis il y a des photos qui n'ont rien à voir avec ce sujet qu'on va évoquer à travers la date du 18 avril 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Micheline Pelletier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Micheline Pelletier. On a parlé de toutes vos photos dans le monde entier avec les prix Nobel, des personnalités, les scoops. Et puis, le 18 avril 2024 est sorti un livre d'un autre genre, Les Açores, un jardin sur l'Atlantique, un livre de photos et de textes où vous vous êtes promené sur des îles qui font rêver pendant des semaines et des semaines. Pourquoi ce livre d'abord ? Alors pourquoi les Açores ? Parce que l'île de Pâques. Oui. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est-à-dire que... Les statues de l'île de Pâques, voilà, qui ont été immortalisées pour la première fois à la télévision par Christian Zuber dans les années 70. Ah oui, absolument. Avec caméra au point. Tout à fait. Et donc, l'île de Pâques, où j'ai pendant 7 ans été régulièrement 2 fois par an, au milieu du Pacifique, parce que quand j'étais petite, j'avais vu la couverture d'un journal qui s'appelait Archéologia. Et c'était ces fameuses statues. Donc je n'avais eu de cesse que d'y retourner, enfin d'y aller. Et grâce à L'Oréal, parce que j'étais la photographe des femmes de science à travers le monde sur les 5 continents, des grandes scientifiques de For Women in Science, des femmes pour la science. Il y en avait une au Chili et qui avait fait un travail sur le Toro Miro, c'est-à-dire pour réimplanter l'arbre sacré sur l'île de Pâques. Et donc en 2012, j'ai sorti un livre sur l'île de Pâques chez La Martinière. Et la première fois que je me retrouve aux Açores à l'instigation de ma fille, en vacances, j'arrive avant elle, une semaine avant elle, et j'ai un choc physique. C'est-à-dire que je ressens l'oxygène dans mon corps. Comme quand on arrive en Afrique où il y a une odeur, une chaleur, une humidité différente. Là, tout d'un coup, on reçoit comme une gifle. C'est incroyable. Et je me dis, mais c'est tellement beau, il y a des millions d'hortensias. Et plus on vieillit, plus on aime jardiner. Et pour moi, c'est vraiment un jardin à 2000 kilomètres d'aucune zone habitée, vraiment en Europe, le bout de l'Europe. Et puis, comme l'île de Pâques, donc au milieu de nulle part. L'île de Pâques, c'était 4000 kilomètres. Mais comment est-ce que ces gens vivent ? Comment ils sont arrivés à s'adapter depuis le 15e siècle, depuis 1427, où Henri le Navigateur, qui était le premier promoteur de la mondialisation, puisque c'est le début, en fait, de la conquête des continents, puisque les Açores vont devenir ensuite le chemin pour le Nouveau Monde, et surtout pour le retour du Nouveau Monde, et l'arrêt de tous les navigateurs, d'où la préface d'Isabelle Autissier. Voilà. Alors, il se trouve que les Açores, on va à l'île Maurice, on va n'importe où, mais les Açores, aujourd'hui, on ne le sait pas, c'est une destination touristique de plus en plus courue, Micheline Pelletier. Eh bien oui, les gens qui aiment randonner, qui aiment marcher, et aujourd'hui, vous le savez, le tourisme vert est à la mode. Pour eux, c'est le paradis. C'est moins loin que la Réunion pour les Européens. Et
c'est une destination où on a l'impression, il y a 9 îles en arc de cercle sur 600 km, on a l'impression de faire le tour du monde. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous entrez dans un paysage où on cultive du thé comme dans les rizières, en escalier, comme si vous étiez à Ceylan. Ensuite, vous descendez sur une plage, vous êtes aux îles Stromboli, avec un sable noir répandu par terre. Ensuite, vous montez en haut du Pico, le plus haut sommet du Portugal, puisque les Açores appartiennent au Portugal, 2600 mètres d'altitude, où il y a de la neige l'hiver. Et puis, vous redescendez à Santa Maria dans un désert rouge. Vous avez l'impression d'être dans les parcs nationaux américains. C'est incroyable. Vous faites le tour du monde. Et vous avez écrit un livre avec des textes et des photos. Vous avez passé des semaines là-bas, des années, à randonner et à prendre des photos, oui. Et surtout, en même temps, à apprendre l'histoire pour la raconter. Voilà, parce que faire des photos, c'est bien, le choc des photos, mais le poids des mots, quand on a envie de partager, quand on est curieux, c'est important de connaître l'histoire des lieux. Et surtout, sur chaque île, j'ai interviewé un personnage qui y habite pour montrer la modernité aujourd'hui de ces îles, aussi la difficulté de vivre dans un pays qui est sur 3 plaques tectoniques à leur jointure, et donc où il y a régulièrement des tremblements de terre qui ont été meurtriers, le dernier en 2000, d'où l'émigration massive et le retour maintenant pour les grandes fêtes religieuses, parce que j'ai trouvé sur ces 9 îles, évidemment, des ressemblances et des dissemblances. Et ce qui les rassemble, c'est vraiment la foi. C'est quelque chose d'incroyable, les fêtes religieuses aux Açores. Elles n'ont plus lieu ailleurs. Ils ont leur chemin de Saint-Jacques. Et ce qui est étonnant aux Açores, c'est la contradiction entre les petits villages où il n'y a pratiquement rien et puis une base spatiale, une station spatiale européenne sur les Açores. Alors je dis Santa Maria, pourquoi pas le Cap Canaveral de demain. Oui. Pour la population de Santa Maria, je ne l'espère pas, mais il y a une base européenne de suivi des satellites que l'on envoie depuis Kourou, depuis la Nouvelle-Zélande, parce que c'est l'endroit où on change d'orbite. Donc c'est très important qu'ils aient ce suivi pour dire aux lanceurs, attention, il faut peut-être décaler un tout petit peu vos instruments pour être bien dans l'orbite fixée. Et M. Musk, malheureusement, s'y intéresse. Il souhaiterait, pour Starlink, y établir une base, puisque maintenant, il y a des satellites qui reviennent sur Terre. C'est le futur, heureusement. Parce que vous vous rendez pas compte comme notre espace est encombré. Depuis que l'abbé Pierre photographiait les satellites, parce qu'il mettait en pause 20 minutes, aujourd'hui c'est l'encombrement total. Hein. C'est Paris de Madame Hidalgo. Et presque, oui, ça peut pas être pire en tout cas. Il y a aussi, il y a des villages que vous découvrez, notamment Anjos, où Christophe Colomb est arrivé en 1493. Alors il y a 3 grands hommes. Il y a Christophe Colomb, qui vient, qu'on prend pour un pirate, parce qu'à l'époque, on se protège des pirates. Il revient de la découverte, croit-il, des Indes, mais qui sont les Amériques, comme on le sait, et qui arrive sur la Niña, puisque la Santa Maria, la caravelle a coulé, et on le prend pour un pirate. Donc, on va commencer, dit la légende, par l'enfermer avec son équipage avant de les relâcher et de les laisser repartir vers l'Espagne, puisque malheureusement c'est Isabelle la catholique qui l'avait envoyé là-bas, les Portugais ayant refusé. Deuxième homme, Chateaubriand, magnifique dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Quand il arrive, il pointe le manque d'eau sur une île qui s'appelle Graciosa. Et déjà à l'époque, en 1793, c'est-à-dire 3 siècles après Christophe Colomb, il pointe qu'il y a un manque d'eau. Et en 1846, 50 ans après, il n'y a plus d'eau à Graciosa. Et aujourd'hui, c'est le problème, parce que l'eau monte, comme tout le monde le sait, et le sel touche les nappes phréatiques. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est aux Açores gagne le SMIC, disons 800 € par mois, doit déjà dépenser entre 60 et 80 € d'eau potable pour se laver les dents, pour boire, etc. Plus l'eau qui lui est fournie par la ville, mais qui est salée. Vous ne pouvez pas laver le linge, on retourne au lavoir. Et le troisième homme dont je veux parler, qui est extrêmement important, mais relisez les Mémoires d'Outre-Tombe parce que c'est tellement beau,
Et donc le troisième homme, c'est Albert Ier de Monaco, extraordinaire scientifique. Je voyais partout avenue Albert Ier de Monaco. J'arrive à Fayal, qui est l'île des Voileux, et là je vois observatoire Albert Ier de Monaco. Je connaissais certaines choses de sa vie, mais très peu. Et je me rends compte que c'est un immense scientifique, que c'est le premier des océanographes. Imaginez qu'il a découvert la fosse Hirondelle qui est à 3000 mètres dans le plancher océanique. Imaginez qu'il a ramené de 3000 mètres avec des nasses, des animaux absolument inconnus. Parce que la grande histoire de l'époque, je me replace à la fin du 19e siècle, c'est le débat. Peut-il y avoir la vie sans photosynthèse? Autrement dit, peut-il y avoir une vie en dessous de 50 mètres sous l'eau? Et il a démontré, ça l'avait été un petit peu auparavant par les Anglais, mais il a démontré que oui, il y avait de la vie sans lumière. Et à côté de cela, il a quand même bâti la Constitution de Monaco, parce qu'il avait encore un peu de temps de libre. Et Chateaubriand, j'y reviens, parce qu'il y a une chanson qui est liée à Chateaubriand. Les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon. Les moulins de mon cœur, parce qu'il y a des moulins comme à Montmartre aux Açores. Oui, pourquoi les Flamands? Oui. Et les Flamands arrivent dans la foulée d'Henri le Navigateur. Et alors là, il m'a fallu une longue recherche parce que je demandais à tous les Açoréens, mystère. Et il y a toujours les lieux, la toponymie nous enseigne qu'en effet, il y a eu énormément de Flamands, il y en a toujours. Alors, la sœur d'Henri le Navigateur, le fameux navigateur qui n'a jamais navigué d'ailleurs, mais qui s'est entouré de grands scientifiques, sa sœur Isabelle, avait épousé le duc de Bourgogne. À l'époque, duc de Bourgogne et duc de Flandre. Et donc, elle était chargée, puisque à l'époque, quand même, le Portugal, vu ses proportions, n'avait pas un grand nombre d'habitants, donc il fallait peupler les Açores, et donc il demande à sa sœur de lui envoyer de Bruges quelques navigateurs et surtout quelques capitaines donataires, autrement dit quelques administrateurs. Et c'est comme ça que les Açores ont été peuplés par des Portugais, venus principalement de la Galles, d'Algarve, et par des Flamands. Voilà, le mystère est résolu, le frère, la sœur. Un mystère qui n'est pas résolu, c'est l'Atlantide, parce qu'on dit que l'Atlantide serait du côté des Açores, Micheline Pelletier. Alors, aujourd'hui, les derniers relevés, si toutefois l'Atlantide d'Homère a existé, ça se situerait plutôt en Grèce. Mais on a toujours dit qu'au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire au-delà de Gibraltar, il y avait un continent englouti. Alors ça nous fait rêver, moi ça me fait toujours rêver, mais je ne plonge pas assez profondément sous l'eau pour en découvrir quelques vestiges. Alors, il y a Platon qui en a parlé, mais il y a aussi Thomas More, un écrivain anglais, qui a écrit sur le modèle de l'Atlantide, Utopie, où il imagine une île où le bonheur des habitants est garanti par la justice sociale. Magnifique. Et puis, alors, une chose étonnante, il y a un bon vin aux Açores. Ah là là, mais vous savez que c'est le patrimoine, c'est nommé patrimoine de l'humanité, l'île de Pico, ou en tout cas, toutes les vignes. Alors, ce sont des parcelles entouré de murs de basalte, de façon à éviter le vent et le sel, parce que c'est évidemment très venté. Et là, on cultive la vigne. Malgré le phylloxéra, on en a replanté au début du XXe siècle. Et il y a un vin qui s'appelle le Tsar. Là aussi, c'était un mystère. Que venait fiche le Tsar à Pico, franchement. Et on apprend qu'au XIXe siècle, le Tsar ayant reçu probablement le roi du Portugal, lui demande... en présent, ou tout du moins le roi du Portugal, apporte quelques bouteilles de vin et on retrouve dans les caves de l'Ermitage quelques bouteilles issues du vin, du cépage de Pico. Et aujourd'hui, donc, il y a 3 endroits qui sont patrimoine de l'humanité pour l'UNESCO, qui sont Angra de Heroísmo, qui est la capitale de l'île de Terceira. Il y a les vignes de Pico, et il y en a un 3e qui m'échappe pour l'instant, qui doivent être probablement les grands lacs de San Miguel. Et il y a surtout des parcs extraordinaires qui sont préservés pour la
biodiversité par l'UNESCO aussi. Oui, et d'ailleurs, on peut prendre des bains de minuit aussi à 38 degrés sur cette île. Quel bonheur! Alors, au jardin de Terra Nostra, évidemment, le plus beau jardin exotique. Je parle pas des Kew Gardens, évidemment, mais sur une île éloignée de tout. Il faut savoir que les navigateurs qui rentraient d'Afrique du Sud, d'Indonésie, des Amériques, et surtout au 19e siècle, ramenaient des plans pour voir ce que ça pouvait donner. Ils s'arrêtaient tous aux Açores. Et là, on essayait, il y avait de grands botanistes. Il y en a un qui a ramené, qui était consul de Boston, un plan d'Araucaria. Et en fait, si vous trouvez dans tout le Portugal et dans chaque village des Açores un immense Araucaria, ça fait 20 mètres, un Araucaria, ça domine le paysage, c'est grâce au consul d'Abney. Et ces Anglais et ces Américains qui sont venus ont commencé à constituer ce magnifique parc qui s'appelle le parc de Terra Nostra. Et si on habite à l'hôtel, on peut circuler la nuit dans ce parc et se baigner dans un petit lac à 38 degrés qui fait beaucoup de bien pour les rhumatismes et autres petits soucis qu'on peut avoir. Ce qui fait beaucoup de bien et ce qui fera rêver, justement, c'est ce livre, Les Açores, un jardin sur l'Atlantique, que vous signez avec des photos magnifiques au Cherche Midi. Et non seulement vous nous faites rêver, mais vous racontez l'histoire tellement bien que je pense qu'Alain Decaux serait très fier de vous, Micheline Pelletier. Ça me touche beaucoup. Mais j'ai été à bonne école. Je crois. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.